Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier sincèrement pour tous vos messages et vos retours sur la dernière vidéo. C'est vraiment fou, je m'attendais pas à ça, je sais pas comment c'était possible de mieux commencer l'année. Et aussi j'en profite pour caler un petit disclaimer. Vous l'avez remarqué dans les vidéos et vous me faites souvent la remarque, donc j'en parle maintenant. Oui, je suis totalement dans l'abus quand je donne des adjectifs au film. Oui, je dis toujours que tel truc est la meilleure chose de l'univers, mais voilà, je suis comme ça. Je comprends vraiment que ça puisse en gêner certains d'entre vous, et j'espère que vous comprendrez aussi que c'est important pour moi d'exprimer à quel point j'aime les choses. Bon visionnage et encore merci pour tout. Ok, quelle vidéo est-ce que je vais bien pouvoir faire? Tiens, Tenet, je pourrais faire un point sur Nolan et sur sa filmographie. Ah tiens, je pourrais parler des copyrights sur YouTube et dans le cinéma. Ah non, je sais, on pourrait parler de Viggo Mortensen, faire un point sur sa filmographie. Ah tiens, sinon je pourrais faire des courts-métrages, explorer ma créativité, voir ce que je peux faire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo top 5 découverte de janvier 2021. Oui, je refais un top, mais j'ai deux bonnes excuses. J'adore faire des tops et j'adore parler des films que j'aime. Donc me voilà avec mon top 5 des films que j'ai découverts en janvier 2021. Ce sont les films qui m'ont le plus bouleversé ce mois-ci. Je le reprécise, ce n'est pas un top des films sortis en janvier 2021, ça arrivera à la fin de l'année, mais c'est un top vraiment des films qui sont sortis peu importe quand et que j'ai découvert moi personnellement en janvier 2021. Le mois de janvier est constitué de 31 jours et j'ai regardé 27 films ce mois-ci, ce qui fait un ratio de 0,87 films par jour. Oui, n'oubliez pas que j'ai eu mon bac scientifique, les maths, c'est mon domaine. Du coup, ça fait beaucoup de films, je suis le plus heureux des hommes. Et j'aimerais commencer en faisant la liste de tous les films que j'ai pu voir, sauf bien évidemment ceux qui se retrouvent dans le top 5, pour garder un petit effet de surprise. Du coup, ce mois-ci, j'ai pu voir Saul, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo si vous voulez. J'ai pu voir la trilogie Very Bad Trip, qui est une trilogie vraiment excellente. Je trouve que les trois films vont parfaitement ensemble, avec une histoire complète du début à la fin. Il y a un vrai développement des personnages, c'est drôle, c'est émouvant. Et personnellement, malgré tout ce que j'ai pu entendre, le 3 est mon préféré. J'ai aussi pu voir All That Jazz, une comédie musicale avec plein de techniques de cinéma que j'ai trouvé fascinantes. Je me suis refait la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, excellente. Je me suis fait Citizen Kane et j'ai pris une claque au niveau des lumières. Je me suis fait 3 films de Ridley Scott, American Gangster, incroyable, Gladiator, incroyable, Exodus Gods and Kings, un peu faible sur certains points, mais sinon visuellement époustouflant. Ocean's 11, Ocean 12, il me manque le 13 que je vais regarder prochainement. Le 2 est un peu en dessous, mais ça reste quand même des très bons moments. Le Prestige de Nolan, absolument incroyable, Christian Bale dont je vais beaucoup parler pendant ce top. Kong Skull Island, bon celui-là c'était un revisionnage et encore une fois c'est un des meilleurs films de ce genre. After chapitre 2. Ne me jugez pas. The Greatest Showman avec mon superbe accent qui était une comédie musicale très sympatoche, j'ai passé un excellent moment. J'ai utilisé sympatoche. Et enfin Annabelle 2 que j'avais vu une première fois il y a un petit bout de temps et ça m'a confirmé que c'est le meilleur de la trilogie et que les films de ce genre peuvent être vraiment intéressants. Et voilà, c'était la liste des films que j'ai pu découvrir ou redécouvrir en janvier 2021. Il y a 5 films que je n'ai pas cités parce qu'ils sont dans le top 5 et on va en parler tout de suite. À la 5ème position, un film sorti de nulle part que j'ai découvert presque le jour même de mon visionnage, War Dogs. I have a big idea. You got me worked up. They call guys like us war dogs. Bottom feeders who make money off of war without ever stepping foot on the battlefield. Show you about my culture. It was meant to be derogatory, but we kind of liked it. We don't play fair. Sorry. Excuse kind of an emergency. Sorry. Don't worry, I have to go first. I'm American. You're getting closer. Come on, man, go! You drove these through the triangle of death. C'est tout simplement l'histoire de deux cousins qui ont à peu près entre 20 et 25 ans qui décident de vendre des armes à l'armée américaine. C'est Todd Phillips à la réalisation, donc celui qui a réalisé la trilogie Very Bad Trip dont j'ai parlé juste avant, et c'est également celui qui a réalisé Joker. Donc je sais pas si vous le saviez, voilà, Joker et Very Bad Trip, c'est le même réalisateur. Et Todd Phillips c'est un réalisateur qui sait y faire. Du coup c'est en même temps très propre, très soigné comme réalisation, avec des plans magnifiques, mais c'est en même temps hyper atypique, avec des personnages vraiment déjantés et attachants. Jonah Hill m'a fasciné dans le Loup de Wall Street, et là on le retrouve à peu près dans le même personnage, et encore une fois il est super fort. Oh, okay. Just for me, I
Curious, how many millions? Miles Teller, qui avait joué dans notamment Projet X, produit par le réalisateur de War Dogs, ou encore Whiplash de Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land. Et là, comme les deux autres rôles dont je viens de vous parler, c'est encore une fois un rôle totalement différent, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner dans le futur. Le duo fonctionne vraiment bien, en plus c'est inspiré d'une histoire vraie, et ils ont vraiment réussi à me faire croire à cette histoire. On retrouve aussi dans le film Ana de Armas, que vous avez peut-être vu dans À couteau tiré, et encore plus de chance dans Blade Runner 2049. Je suis fan d'elle parce que dans Blade Runner 2049, elle joue un des personnages qui me fascine le plus dans tous les films que j'ai pu voir dans ma vie. Would you read to me? It'll make you feel better. You hate that book. I don't want to read either. Let's dance. Et enfin dans le film on peut rapidement voir Bradley Cooper, mais lui j'en parlerai un peu plus en détail à la fin du top, parce qu'il risque d'apparaître beaucoup de fois. Donc War Dogs c'est en même temps un casting fou, un film soigné et un scénario qui part en vrille, avec de vrais moments de stress tout le long du film, qui m'ont permis de rester accroché à mon siège tout en explosant de rire une scène sur deux. C'est sur Netflix, c'est un excellent divertissement, franchement foncez sans hésitation. Ensuite à la 4ème position de mon top, j'ai mis un film d'horreur cette fois-ci, I See You. Et oui, je ne vous montrerai pas une seconde de plus des bandes annonces, d'ailleurs je vous interdis d'aller y jeter un œil. Je vous en supplie, laissez-vous porter à 100% par l'expérience. I See You c'est un film d'horreur, même si moi je le considère un peu plus comme un film à suspense, parce qu'il n'y a pas vraiment d'éléments qui m'ont fait flipper. Et c'est un film qui raconte deux histoires en une. Celle du père, qui enquête sur des crimes qui ressemblent à ceux d'un vieux criminel pourtant enfermé, et celle de la famille du père, où dans la maison il commence à se passer de plus en plus de choses étranges. Tout ça mêlé à un drame familial que je vous laisserai découvrir en regardant le film. Si vous avez vu Hérédité, j'ai trouvé pas mal de similitudes avec, notamment dans le côté drame familial mélangé à des choses bizarres où on ne sait pas vraiment ce que c'est. Ce ne sont pas non plus les mêmes films, ils sont similaires dans leur thématique, mais là où Hérédité c'est terrifiant, avec des performances d'acteurs rares, Just fucking say it. Don't you swear at me, you little shit! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! I See You c'est beaucoup plus concentré sur la construction du scénario et la narration de l'histoire. Hérédité, si jamais, c'est le premier film de Ari Aster, selon moi le meilleur réalisateur de films d'horreur aujourd'hui. Et il a fait seulement 2 films, à savoir Hérédité, qui est déjà pour moi un classique de l'horreur, et Midsommar, qui est de loin un de mes films préférés. Mais je m'égare, retournons sur I See You. J'ai rarement vu un scénario aussi bien ficelé. Le film nous emmène quelque part et très vite tout change. Jusqu'à la dernière scène, on n'arrête pas d'être secoué dans tous les sens. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de le regarder sans aucune bande-annonce. Le film, je l'ai trouvé aussi magnifique. Dans la première scène, on voit un enfant à vélo dans la forêt filmé par un drone. Ce drone permet des plans rapides, hyper dynamiques, qui reviennent plusieurs fois dans le film et j'ai trouvé ça vraiment intéressant à exploiter. J'aimerais en parler beaucoup plus, mais si je continue, ça risque de vous gâcher l'expérience. Donc je vous laisse sur ça, mais si vous aimez les films d'horreur ou même les films policiers, je vous le conseille fortement, c'est de loin un des meilleurs de ces dernières années. Et on enchaîne direct avec la 3ème position de ce top, Inside Man. They heard everything we said. They bugged us. Keep your men back. You planned every inch of this thing right from the start, and you got everybody marching to your beat, including me, and I'm through buying it. What are you doing? Come on, this ain't no bank robbery. Spike Lee est un réalisateur que je connais très peu, je le connais que via Black Klansman. C'est un film qui m'avait pas mal plu, notamment parce qu'il y avait John David Washington, qu'on peut retrouver dans Tenet, ou encore Adam Driver, qui a joué le meilleur personnage de toute la saga Star Wars, à savoir Kylo Ren. Je sais que je vais me faire des ennemis. Et du coup, Inside Man, ça raconte l'histoire d'un braquage. Si vous avez vu Casa de Papel, c'est presque le même scénario. Sauf qu'Inside Man, c'est sorti avant. Casa de Papel a tout pompé à ce film. Donc si vous avez aimé cette série, vous allez adorer Inside Man, et si vous n'avez pas adoré Casa de Papel, mais que vous aimez les films de braquage, vous allez adorer Inside Man. J'adore quand les scénarios nous font traîner sans trop nous en dire. Comme par exemple, on sait qu'il se passe quelque chose, on sait que tout est planifié, on sait qu'il y a un but derrière tout ça, mais on ne nous révèle rien. Ce qui est très très fort avec Inside Man, ou en tout cas selon moi et selon ce que j'ai ressenti devant le film, c'est qu'en même temps on est avec les braqueurs, et en même temps avec la police. Le braqueur principal est joué par Clive Owen, et c'est le premier film que je voyais de lui. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu que je regarde Les Fils de l'Homme. Et le policier principal est joué par Denzel Washington, que j'ai découvert très récemment, notamment dans American Gangster de Ridley Scott. Everybody, get out! Get out!
Inside Man, c'est divin, ça innove et ça ne nous perd pas à un seul instant, c'est hyper haletant et grâce à la première scène du film, qui est incompréhensible au premier visionnage, on est un peu forcé de rester accroché tout le long du film pour essayer d'assembler toutes les pièces du puzzle. Which leaves us only with the how. And therein, as the bard would tell us, lies the rub. Parce que oui, Inside Man c'est un vrai puzzle qui fonctionne parfaitement. Ça reprend aussi du coup ce que j'aime le plus dans la série Casa de Papel, à savoir des coups montés ultra bien ficelés qui provoquent une certaine jouissance quand on arrive à découvrir tous les petits subterfuges des braqueurs. J'étais comme un fou du début à la fin, c'est du cinéma sérieux que j'adore plus que tout. Et on passe directement à la deuxième place de ce top, celui-là j'en ai jamais entendu parler, c'est Hostile. Understand this. When we lay our heads down out here, we're all prisoners. Christian Bale est depuis peu mon acteur favori, et pourtant je l'avais pas vu dans énormément de rôles. Je le connaissais via Batman, ou encore American Psycho, The Big Short, Le Mans 66, ou plus récemment Night of Cups de Terrence Malick, dans lequel il a joué la majorité de ses scènes en improvisation. Si vous voulez, je parle un peu plus en détail du cinéma de Terrence Malick dans ma dernière vidéo. Mais du coup c'était tout niveau Christian Bale, et ce mois-ci je me suis dit go rattraper un peu sa filmographie, et j'ai regardé 5 films de lui. Exodus, Gods and Kings, 2 Prestige, 2 films dont je vous parlerai juste après, et du coup Hostile. Oui, il m'en manque encore énormément, mais rendez-vous dans mon top de février parce que je vous promets que je vais rattraper mon retard. Hostile se passe en 1892 aux États-Unis, donc peu après la guerre de sécession. C'est l'histoire d'un ancien héros de guerre, désormais gardien de prison, qui va devoir escorter un chef Cheyenne, Yellow Hawk. Yellow Hawk a été enfermé il y a des années de cela de par ses atrocités, mais comme il est mourant, lui et sa famille vont être libérés dans leur terre natale. Mission que Joseph Blocker, l'ancien chef de guerre, va avoir du mal à faire parce qu'il s'est battu, il a détesté et déteste encore aujourd'hui les Cheyennes. C'est d'ailleurs un homme violent et meurtrier, ce qui rajoutera un peu de piquant à cette histoire. Le film s'ouvre sur une scène absolument horrible. On assiste au meurtre cruel et sans pitié d'un père de famille ainsi que ses 2 filles et de son bébé, avec la mère comme seule rescapée. La scène n'est pas rendue épique, on n'a pas le temps d'être triste, tout se passe hyper rapidement, de manière très brute. Donc au bout de 5 minutes de film, on sait déjà de quoi on va avoir à faire, et je vous promets que ça rigole pas. Les morts d'enfants, c'est quelque chose d'assez tabou au cinéma. C'est prendre un assez gros risque, parce qu'une partie des spectateurs n'aime pas ça, donc souvent on trouve des manières un peu irréalistes de les sauver, qui moi me gênent un peu. Ça me gêne parce que moi j'aime quand le cinéma il choque. J'aime être retourné, être poussé dans mes retranchements, pour ressentir un maximum d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Souvent donc, quand un film prend le parti de tuer tout ce qui doit être tué, peu importe l'âge, il y a de fortes chances que ce soit un bon film. Ok, là on est en post-production de la vidéo, je tiens quand même à préciser ce point. Si je prends en exemple 2 films d'horreur pareils, avec un qui fait exprès de laisser en vie les enfants et l'autre qui ne prend pas en compte l'âge pour tuer, eh bien il y a beaucoup plus de chances pour que celui qui tue sans hésiter soit un meilleur film, parce que l'autre aura posé des limites irréalistes à son horreur. Ce qui certes nous rassurera, parce que c'est cool de voir des gens vivre, même si c'est pas vraiment le sentiment recherché devant un film d'horreur, mais du coup ça enlèvera de la crédibilité à cette horreur. Ou dans le cas d'un film comme Hostile, ça enlèvera de la crédibilité à cette violence. C'est pour ça qu'il faut tuer les enfants. Ne sortez pas cette phrase de son contexte. Et dans ce cas-là, quand cette horreur se passe avec une réalisation maîtrisée, un rythme effréné et une caméra et un montage qui savent où ils vont, on peut s'attendre à un excellent film, ce qui est le cas d'Hostile. Je suis en pleine découverte des westerns, j'ai prévu de m'en faire énormément prochainement, et c'est un genre que j'aime énormément, même s'il est très rare aujourd'hui. Et je pense qu'Hostile est un des seuls qu'on peut retenir de cette dernière décennie. Le film se comporte comme un vrai western, avec de grosses longueurs et de la pure violence quand il y en a. J'en parlais donc juste avant, mais pour moi la violence c'est le gros point fort du film. Ça arrive et ça repart très vite, sans qu'on ait à peine eu le temps de se morfondre, et ça colle très bien avec la violence qui régnait à cette époque dans le monde. Mais il y a également dans le film des scènes émouvantes, et oui, et elles ont toutes très bien fonctionné sur moi. Surtout grâce à Christian Bale qui incarne à la perfection chacun de ses rôles. C'est un film sur la rédemption, mais c'est surtout un film dur. C'est absolument horrible tout ce qui arrive à ce capitaine, et jusqu'à la fin, ça n'arrête pas. Autre chose que j'ai aimé dans le film, c'est qu'il y a une histoire d'amour sans en être une. Sans vous dire l'histoire se passe entre qui et qui,
Là où dans un autre film on aurait eu tendance à les faire s'embrasser, voire carrément à ce qu'ils fassent l'amour, etc., et bah là, rien. Je trouve ça positif parce que les scénaristes n'ont pas craqué en voulant inclure une histoire d'amour classique pour rajouter des sentiments au film. Là, les émotions passent par d'autres choses, c'est encore une fois, comme pour l'histoire des enfants, plus réaliste, parce que la majeure partie du temps, les histoires d'amour dans les films sont précipitées et crédibles seulement dans la fiction. Je trouve donc ça intéressant d'aborder ça d'une autre manière. C'est juste un amour de soutien et d'empathie. Il n'y a pas de bisous, mais ça n'empêche pas qu'il y ait quelque chose d'extrêmement fort entre les deux. La dernière scène est unique et hyper épouvante pour ma part, parce que ça aborde un sujet qui me touche énormément, à savoir quand les chemins doivent se séparer. J'ai beaucoup de mal avec Timothée Chalamet, mais dans ce film, il m'a vraiment convaincu. Private! Pardon, monsieur, mais capitaine, mais j'ai a question before we depart on our journey. Après c'est drôle parce que c'est vraiment quand il a des tout petits rôles qui me convainc, donc là dans Hostile et dans Interstellar aussi, parce que oui c'est lui dans Interstellar. Enfin bref, si vous voulez un bon western, un film violent, un film poétique mêlé à de la rédemption et de la tolérance, regardez ce film. Maintenant, on peut passer au numéro 1. Bon, si vous avez été attentif, j'ai dit que j'avais regardé 27 films et que je vous les citais tous, sauf les 5 du top. Du coup, j'aurais dû vous lister 22 films, parce que 27 moins 5 égale 22. Oui, n'oubliez pas, j'ai fait un bac S. Mais en fait, je ne vous ai cité que 19 films, parce que la première place n'est pas 1, mais bien 4 films. Ne vous inquiétez pas, je vais m'expliquer. Emmanuel Lubezki, qui a notamment filmé The Revenant, Birdman, Gravity ou Tree of Life, est un chef opérateur qui me fascine. Donc le chef opérateur, c'est celui qui crée l'image à la demande du réalisateur. Son dernier film en date est Song to Song de Terrence Malick, dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Comme il n'a rien sorti depuis 2017, je me suis demandé où il en était, et après quelques recherches Google, j'ai vu qu'il travaillait sur le prochain film d'un certain David O. Russell. C'était un nom absolument inconnu pour moi, parce que dans ces films, je n'avais vu que Les Rois du désert il y a déjà des années. Mais j'ai appris par la suite que dans ce prochain film, il y aura en acteurs principaux Christian Bale, mon idole Margot Robbie, et Robert De Niro, un de mes acteurs préférés. Le nom de David O. Russell est donc resté dans ma tête. C'est trop bien, j'ai l'impression de raconter une petite histoire. Récemment, j'ai entendu parler d'un film avec Bradley Cooper, que je venais de découvrir dans American Sniper, la trilogie Very Bad Trip et War Dogs. Du coup, je me suis intéressé à ce film, et je me suis rendu compte par la suite qu'il était en fait réalisé par David O. Russell. Je l'ai donc regardé, et j'ai pris une énorme claque. Une telle claque que je me suis fait ces 3 autres grands films juste après, et c'est donc la filmographie de David O. Russell que je mets en top 1 de ce mois de janvier 2021. Ne vous inquiétez pas, il y en a pour tous les goûts. Il y a 2 films qui se ressemblent un peu dans leur thématique, mais les 2 autres sont totalement différents. Avant de vous parler directement des films, j'aimerais vous présenter un peu ce que j'ai retenu de David O. Russell en général. De ce que j'ai relevé, son cinéma c'est beaucoup de scènes musicales, une réalisation et un montage plutôt rythmés, avec des scènes explosives, pas forcément une photo folle, mais des images et des scènes pleines de sens qui évoquent beaucoup de choses. J'adore sa manière de raconter ses histoires, sa manière de mettre en scène toutes ces scènes, de ne pas forcément les mettre dans l'ordre pour nous surprendre de manière différente à chaque fois. Il y a aussi énormément de voix off pour qu'on prenne du recul et qu'on soit vraiment spectateur des films qu'on est en train de regarder. Quelque chose que fait O. Russell et qu'on retrouve aussi dans la plupart des réalisateurs, comme par exemple Tarantino ou Nolan, c'est qu'il utilise toujours les mêmes acteurs. On peut retrouver Christian Bale dans 2 des 4 films dont je vais vous parler, Amy Adams dans 2, Bradley Cooper dans 3, De Niro dans 3 et Jennifer Lawrence dans 3 aussi. Je suis vraiment tombé amoureux de son travail et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et du coup, à la 4e place de la première place, désolé si c'est un peu brouillon, on retrouve un film qui a été nominé pour 10 Oscars, American Bluff. We gotta get over on all these guys. That's what we need to be thinking about right now. We gotta get over on all these guys. It's gotta be the best we've ever done. Le premier argument que je vais utiliser pour vous convaincre de regarder ce film, c'est qu'il a été filmé par Linus Sandgren, qui est la même personne qui a filmé un film sympa, un peu coloré, La La Land. Ça raconte l'histoire d'un couple d'arnaqueurs, Christian Bale et Amy Adams, qui se font choper en plein travail, et du coup pour purger leur peine, ils vont devoir aider un membre du FBI, Bradley Cooper, à essayer d'attraper d'autres arnaqueurs. Mais ce serait trop simple si c'était juste ça. Christian Bale, à côté de Amy Adams, il a aussi une femme, Jennifer Lawrence, et un fils. Et en plus de ça, tout le film, le personnage d'Amy Adams oscille entre celui de Bradley Cooper et de Christian Bale. Alors c'est pas elle qui oscille dans le sens elle sait pas qui choisir, c'est vraiment pour nous spectateurs, c'est-à-dire que elle sait où elle va, mais nous on est perdus et jusqu'à la fin on n'a pas de réponse. On est vraiment dupé par son personnage et ça fonctionne très bien. Du coup c'est encore un film avec des retournements de situation, je vous promets que c'est le dernier cette fois-ci, ce qui encore une fois nous fait nous accrocher au scénario pour qu'on puisse avoir nos réponses. Et tout ça mélangé au charme d'Amy Adams et de Bradley Cooper, aux émissions transmises par Jennifer Lawrence.
Oui, j'ai dit les émissions transmises par Jennifer Lawrence au lieu des émotions transmises, mais bon voilà, les erreurs ça arrive à tout le monde. Sur ce, je vous laisse avec un petit exemple de ces émotions transmises par cette fameuse Jennifer Lawrence. Et au talent de Christian Bale, qui encore une fois nous prouve qu'il peut jouer absolument n'importe quel rôle, ça fait de ce film une pure merveille dans les films de ce genre. La courte apparition de De Niro m'a rendu fou de joie, et ce jazz presque envoûtant présent tout le long du film installe une ambiance bien particulière. Mention spéciale à une de mes musiques d'enfance qui passe pendant l'intro. Le film crée un stress tout le long. Petit à petit, sans qu'on le voit venir, la tension monte et le doute est présent jusqu'à la dernière seconde du film. Et puis cette manière de traiter l'amour et toutes les questions qui vont avec, je trouve ça tellement juste, tellement intéressant, même si ça reste secondaire à la trame principale. American Bluff, comme annoncé dans le titre, c'est un film bien américain avec des coups de bluff tout le long et des coups de poker qui m'ont bien bluffé du coup. Je pense que c'est assez grand public donc vous pouvez y foncer sans trop vous poser de questions. Maintenant, je vais vous parler de deux films qui se ressemblent un peu dans leur thématique et du coup pour faire une bonne transition tel un bon vidéaste, le film qui suit a été filmé par le même chef opérateur que American Bluff et La La Land du coup. C'est Joy. Joy raconte l'histoire vraie de Joy Mangano, inventrice du ballet serpillière auto-essorant. Le film part d'un sujet qui me tient très à cœur, à savoir la réalisation de ses rêves. Joy, il y a 17 ans, c'était encore une enfant et elle aimait créer des choses. C'était comme ça qu'elle se construisait son monde, mais au fur et à mesure du temps, cette envie lui est passée, elle s'est rangée. Elle s'est mariée, elle a eu 2 enfants, et elle s'occupe tellement de sa famille, en plus des problèmes de son père, joué par De Niro et de tout le reste, qu'elle n'a plus de temps pour elle a perdu sa flamme. Mais c'est un film de David O. Russell, et comme j'ai dit tout à l'heure, le film va beaucoup jouer sur les voix off, notamment via la grand-mère de Joy qui raconte l'histoire. La grand-mère étant celle qui a toujours soutenu Joy dans ses projets. C'est vraiment émouvant de le faire de cette manière, parce que comme c'est la grand-mère la narratrice, elle parle avec son cœur et on peut ressentir tout l'amour, toute l'admiration qu'elle porte pour sa petite fille. Dans le film, il y a beaucoup d'images comme dans Amélie Poulain. Par exemple, dans Amélie Poulain, il y a une scène où l'homme aux os de verre montre son tableau à Amélie en parlant notamment de la fille au verre d'eau. Et en même temps, sur le même plan, on peut voir Amélie qui boit un verre d'eau, et du coup on peut facilement faire le lien entre les deux personnages. Et bah dans Joy, c'est un peu pareil. Joy, ça fait 17 ans que son rêve est mort, et à un moment elle lit une histoire sur les cigales à sa fille. Dans ce livre, il est dit que parfois les cigales restent cachées sous terre pendant à peu près 17 ans, pour ensuite revenir à la surface et vivre leur vie tranquillement. Et du coup on peut très facilement faire le lien avec Joy, qui a enterré sa vie et son rêve il y a 17 ans, mais peut-être qu'aujourd'hui il est enfin temps qu'il revoie le jour. Pourquoi 17 ans précisément? Parce qu'en fait il y a 17 ans, et encore une fois c'est une image que j'adore, on peut voir Joy montrer à sa sœur la construction en papier de son avenir. Elle a construit une grande maison, etc. et elle le montre fièrement. Elle a plein d'étoiles dans les yeux et elle décrit avec un petit côté magique comment elle imagine son futur. Mais à ce moment-là, les parents rentrent dans la chambre et annoncent leur séparation, ce qui entraîne par erreur la destruction de la construction de Joy, compliqué à dire, comme si la séparation de ses parents avait détruit son rêve. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, aujourd'hui elle est coincée entre s'occuper de ses enfants et de son père, notamment avec cette histoire de divorce qui l'a empêché d'avancer pendant des années. Ça ressemble aussi un peu à La La Land dans le côté réalisation d'un rêve, mais là c'est beaucoup plus réaliste, beaucoup moins magique, beaucoup plus dur. Il y a une majorité de femmes au casting et le film se veut ouvertement féministe, notamment avec la phrase qui apparaît au tout début du film à l'écran, inspirée de la vraie vie de femmes audacieuses. Et pour une fois, ce n'est pas une femme qui réussit grâce à un homme. Là où dans la majorité des films semblants féministes réalisés par des hommes, eh bien les femmes souvent s'en sortent grâce à l'apparition d'autres hommes. C'est eux qui vont venir les aider à s'en sortir. Pas comme dans Alien par exemple, qui est un des premiers films à sortir de ça, avec une Ellen Ripley qui écrase tout ce qui bouge, que ce soit humain ou non humain. We know it's using the air shafts. Will you listen to me, Parker? Shut up! Oui, je trouve toujours un moyen de parler d'Alien dans mes vidéos. Ici, dès le début du film, dans le flashback où elle raconte à sa sœur la construction de sa future maison, sa sœur lui dit qu'elle a besoin d'un beau prince charmant, et elle répond clairement « J'ai pas besoin de prince, ça, en parlant de sa créativité,
c'est un pouvoir magique. Et c'est le cas parce que tout le film, Joy elle va se battre. C'est elle qui va aller chercher les opportunités, c'est elle qui va remettre les gens à leur place. Elle subit vraiment toutes les horreurs du monde. Elle vit avec son ex-mari dans la même maison, ainsi qu'avec sa mère qui l'enfonce indirectement, et sa demi-sœur méchante avec elle. Sans parler de son père, horrible, qui vit dans la même maison alors que je rappelle il est divorcé avec la mère. En plus de ça, elle doit s'occuper de ses 2 enfants, elle est endettée et elle voit son rêve s'évanouir sous ses yeux. Mais malgré cette charge mentale, elle va se battre, elle va pas se laisser faire et punaise qu'est-ce que c'est beau. Listen to me. Never speak on my behalf about my business again. Il y a en plus dans le film pas mal de jolis messages. Notamment, vu qu'elle va tenter de fabriquer un balai, elle explique à sa fille que le métier de femme de ménage n'est pas un métier sot, et que même il n'y a pas de métier sot. En bref, Joy c'est vraiment une personne formidable et même admirable, qui n'hésitera pas à vous marcher dessus si vous êtes contre elle, mais à vous porter vers le haut si vous êtes sincère. My name's Joy, by the way. Maintenant, on peut passer au 3e des 4 films de ce réalisateur. Du coup, le 2e film de ce classement, le film dont je vous ai parlé qui m'a fait découvrir David O. Russell, Happiness Therapy. This is what I believe to be true. You have to do everything you can, and if you stay positive, you have a shot at a silver lining. Happiness Therapy, ça raconte l'histoire d'un homme, Pat Solitano, joué par Bradley Cooper, qui vient tout juste de sortir de l'hôpital psychiatrique. Il retourne donc vivre chez ses parents, et il a qu'une seule obsession en tête, reconquérir son ex-femme. Mais il va rapidement faire la rencontre de Tiffany Maxwell, jouée par Jennifer Lawrence, tout aussi folle que lui, dans le sens positif du terme, qui va venir perturber ses plans. J'ai pas grand chose à dire sur la technique, parce que j'ai été tellement transporté par le film que je me suis concentré seulement sur mon ressenti. Si, je peux quand même vous dire que la réalisation et le montage vont à un rythme effréné, avec une caméra hyper mobile à l'image de tout ce qui se passe dans la tête des protagonistes. Je fais bien la caméra hyper mobile, non? Et du coup ça nous permet un peu plus de comprendre comment ils perçoivent le monde et leur environnement. Pat est bipolaire et Tiffany est dépressif et pleine d'énergie, mais le film ne tombe pas dans le côté sombre de ses maladies. Là où on aurait pu montrer la difficulté et la tristesse de ses maux au quotidien, et bah là non. Le film va nous montrer en fait comment en faire une force. Le duo Bradley-Jennifer est explosif et ça va créer des scènes absolument atypiques, avec beaucoup d'humour, toujours très juste. Veronica's sister coming over. Tiffany and Tommy? Just Tiffany. What happened to Tommy? He died. How'd he die? Please, don't bring it up. Hey, Tiffany. This is Pat. You look nice. Thank you. How'd Tommy die? Et même si parfois il y a des moments tristes, c'est toujours différent de ce que j'ai pu voir. De Niro, le père de Bradley dans le film, est également atypique. Il a lâché tous ses business pour miser dans des paris sportifs afin de pouvoir un jour construire un restaurant. Et c'est d'ailleurs cool de la part du film de nous montrer que des personnes considérées comme normales ont aussi des comportements complètement what the fuck qui peuvent partir en vrille. La relation entre Bradley et De Niro est souvent tendue, mais c'est juste parce que la communication entre les deux est compliquée. Bradley est bipolaire et hyperactif, et son père ne sait tout simplement pas comment s'y prendre avec son fils. Et punaise, c'est vraiment dur pour le spectateur, mais en même temps tellement touchant. Leurs amis sont tout aussi atypiques qu'eux, et en fait ce film c'est vraiment de la folie assumée. Oui, ils sont tous un peu barrés, qu'ils soient diagnostiqués malades ou non, et ça fait un bien fou de passer 2 heures avec des gens qui assument de ne pas répondre aux normes. C'est fort et tellement poétique, c'est une comédie romantique qui sort largement du lot, qui pourra en même temps vous rendre heureux, et en même temps vous rendre triste, tout dépendra de votre humeur. Et personnellement je trouve ça vraiment fort, parce que comme je le disais tout à l'heure pour Hostile, pour moi, un film qui arrive à nous faire ressentir des émotions plus sombres, c'est positif. Parce que punaise, j'aime voir des films qui me permettent d'exprimer toute ma palette d'émotions. Le film me touche particulièrement, ce sont des sujets importants pour moi qui font écho à beaucoup de choses dans ma vie. Il a réussi à me bouleverser dans la majorité de ses scènes, et j'ai fini le film en pleurs, bien évidemment. Il est sur Netflix et je pense qu'il y a de fortes chances que vous passiez au minimum un bon moment. Le film a été nominé pour 8 Oscars, il en a gagné un, celui de la meilleure actrice pour Jennifer Lawrence, et c'est tellement mérité, j'ai rarement vu ça. Il y a une telle alchimie entre les deux protagonistes, ça sonne tellement vrai et sincère, on arrive tellement à y croire que le film en devient magique. C'est exactement le romantisme dont j'ai besoin, exactement les personnages, dialogues, mise en scène, regards, amour, haine, émotion dont j'ai besoin. Ok, maintenant on peut passer au premier film de ce top, le film qui m'a convaincu qu'il fallait que je vous parle de ce réalisateur, le seul film où Christian Bale a gagné un Oscar. Bloody hell! Je parle bien évidemment de The Fighter. This is my younger brother. You gotta help me finish this. Taught him everything he knows. You don't want to see where this fight is headed. Start over. I'm still his trainer. This is my shot at the title. I won't get another one after this. Mickey has a chance to do something that I never did, and he needs me. Okay, I'll see you in Mickey's corner. This is your time. I had one coming like blew it. You don't have to. You'll make it what? You'll make it what?
suis vraiment pas un adepte des films de boxe. Je n'ai jamais vu les Rocky et Raging Bull est un des rares films qui me manque de Scorsese. Et pourtant là, je m'en suis pas encore remis. Déjà la première chose que je ne savais pas et que j'ai découvert pendant le générique d'intro du film, c'est qu'il a été filmé par Hoyt van Hoytema, un chef opérateur que j'adore particulièrement parce qu'il a fait Dunkerque, Interstellar, Tenet, Ad Astra et 007 Spectre. C'est la troisième fois que je vous parle de lui sur cette chaîne, mais vraiment je suis un grand fan. The Fighter, ça raconte l'histoire vraie de deux demi-frères, Mickey Ward, joué par Mark Wahlberg, que je connais seulement via les Transformers, qui sont d'excellents films, attention à ce que vous allez dire, et Dickie Eklund, joué donc par Christian Bale. Tout à l'heure, je vous parlais de Christian Bale dans American Bluff, et maintenant regardez Christian Bale de The Fighter. Il est passé de 66 kg à 103 kg de graisse en 3 ans seulement. Mais c'est pas tout parce que dans ces 3 ans, il a également dû passer par 87 kg de muscles pour Batman 3. Et Christian Bale, c'est ça tout le long de sa carrière, c'est un truc de fou de s'impliquer autant dans ses personnages. Et du coup, eh bien ces deux demi-frères, ils sont boxeurs. Ils ont un esprit très familial, qui va parfois se révéler toxique quand on voit la tête de leur famille. Et là où Dickie a presque réussi dans le passé à obtenir un titre de champion, tous les espoirs sont aujourd'hui mis sur Mickey afin qu'il puisse redonner une belle image à sa ville natale. Si comme moi la boxe ne vous intéresse pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas vraiment présent dans le film. C'est presque secondaire et le film se concentre sur la relation entre les deux frères et comment ils sont avec leurs proches. Mais malgré ça, quand il y a du combat, ça rigole vraiment pas. La réalisation et la photo sont très bien foutues, les scènes d'action sont claires et on comprend parfaitement ce qui se passe à chaque scène, mais pour moi le vrai point positif des combats c'est la puissance des coups. C'est le travail du montage et du mixage son. À chaque droite, à chaque uppercut envoyé, c'est tellement puissant et réaliste que c'est comme si nous on se le prenait, pour nous montrer à quel point la moindre petite erreur peut être fatale, et le film va énormément jouer de ça tout le long. La caméra vise exactement ce qu'il faut montrer à chaque fois, et perso j'y connais rien en boxe, mais ce film c'était presque comme un entraînement, ça appuie vraiment sur les côtés stratégiques de ce sport. Mais du coup le film se concentre vraiment sur ce qui se passe en coulisses. Dickie croit à son propre comeback, et Mickey va rencontrer Charlene, jouée par Amy Adams, qui va lui faire voir une autre manière de réussir, mais ça va énerver toute sa famille, donc notamment sa mère et toutes ses sœurs, ce qui va vraiment créer des scènes dures. Punaise, c'est horrible de voir des gens s'engueuler, surtout pour des raisons complètement stupides qui peuvent être réglées facilement. Mickey's a grown man. He can think for himself. Shut your mouth. Skank. Don't call me skank. I'll rip that nasty hair right out of your fucking head. Dickie, il est addict au crack et il est un peu timbré. Ça le rend en même temps attachant et détestable. Et c'est horrible parce que nous on veut pas ça, nous on veut leur réussite. Et tout le long du film ça ne s'arrête pas, c'est que désillusion sur désillusion, et pour moi ça a été vraiment dur à regarder. Perso, j'ai rarement été aussi mal, aussi triste devant des scènes, et tout ça mêlé à la prestation de Bale, c'est juste surhumain. C'est aussi un beau film et j'ai rarement eu autant envie de pleurer. Les dernières fois que ça m'est arrivé, c'était pour Interstellar et Forrest Gump. Autant vous dire le niveau de ce film. J'ai rarement été autant accroché à mon siège et rarement été autant à fond que devant le combat final. Mais c'est surtout la toute dernière scène qui m'a même pas mis une claque mais carrément une gifle, voire même une droite pour rester dans le thème. Le jeu des acteurs, leurs mouvements, leurs regards, mêlés à tout ce qui s'est passé pendant le film, pour moi c'était la goutte d'eau. En bref, The Fighter c'est un film devenu tout de suite très important pour moi. Ça mélange tout ce que j'aime, que ce soit de l'action pure ou de l'émotion ultra sincère. C'est d'ailleurs un peu le cas de toute la filmographie de David O. Russell, et c'est pour ça que je tenais absolument à vous en parler aujourd'hui. J'attends impatiemment son prochain film, comme vous quand vous attendez une de mes vidéos, n'est-ce pas ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir donné une ou deux idées de films à voir seul, en famille ou entre potes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo, c'est très important pour moi et c'est comme ça que je sais qu'est-ce qui vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos en espérant une réouverture très prochaine des salles de cinéma. Bye!